Un gynéco à votre écoute, présenté par le docteur Joseph Lévy. Et bonjour, voici un nouveau chapitre de gynécologie. Je vais vous entretenir aujourd'hui de la physiologie génitale. Comme vous venons de voir dans le précédent exposé les sécrétions hormonales, je vais vous entretenir pour que vous compreniez comment vous fonctionnez, mesdames. Parler de la physiologie génitale de manière sommaire, bien sûr, c'est parler de la période qui va de la puberté à la ménopause. C'est parler aussi de ce qui se passe pendant cette période, l'établissement des cycles menstruels, les sécrétions hormonales des ovaires et leur contrôle par des sécrétions plus haut situées dans le crâne, au niveau de l'encéphale, au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, qui c'est cette petite glande qui pend en dessous de la sphère encéphalique. Et l'on appelle tout ceci le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors parlons maintenant de l'installation du cycle menstruel et donc de la puberté. L'apparition des premières règles chez une petite fille se fait vers l'âge de 11, 12, 13 ans en moyenne, signant l'entrée de la petite fille qu'elle était avant vers une nouvelle dimension, celle d'une future femme, avec des modifications corporelles, visibles. Le corps entier se transforme, puis celui de femme, et en général, l'apparition de la pilosité sous les aisselles précède de 1 à 2 ans l'apparition des premières menstruations, des premières règles. C'est une façon de rassurer les mamans quand elles viennent nous consulter, et regarder sous les bras permet de voir que l'on est dans les temps ou pas. C'est parce que vers 8-10 ans, les ovaires commencent à sécréter essentiellement des œstrogènes. C'est ça qui fait que les petits seins commencent à poindre sous les petits t-shirts des petites filles. Ces œstrogènes vont amorcer le développement des seins avec les canaux galactophores, les glandes, les acinis glandulaires qu'il y a au bout. Parfois, vers cet âge-là, on a vu des mamans inquiètes car les petites filles présentent des petites pertes qu'elles croient pathologiques. Ce sont des petites pertes blanches non pathologiques liées à la sécrétion des œstrogènes, voire même d'une hypersécrétion des œstrogènes. Pendant les 2 à 3 premières années qui suivent les premières règles, les cycles sont souvent irréguliers. On n'a pas d'emblée des cycles de 28 jours, plus ou moins 5 jours. Parfois on a un cycle de 20 jours, parfois on a un cycle de 45 jours, et ce n'est pas pathologique, car c'est un système complexe, comme je viens de vous l'expliquer, avec ce complexe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires qui doivent travailler en symbiose pour faire mûrir cet endomètre, cet épithélium interne de l'utérus qui desquame à chaque mois. Il y a parfois des couacs, c'est comme un chef d'orchestre qui a un orchestre qui ne suit pas, avec les trompettes d'un côté, les tambours, les violons, et il ne faut pas s'inquiéter de cette période de latence de 2 à 3 ans où les cycles deviendront de plus en plus réguliers. Donc tout part du cerveau. L'hypothalamus est une petite zone glandulaire qui sécrète une hormone, la gonado-releasing hormone, qui va agir sur les ovaires. Et il y a une autre zone du cerveau, qui est l'hypophyse, cette petite glande, dont le job est de produire des hormones, comme par exemple la prolactine, qui stimule la production de lait, ou la thyréostimuline, qui va stimuler la thyroïde, etc. Que se passe-t-il au niveau des ovaires sous l'action de l'hypophyse? L'hypophyse va sécréter 2 types d'hormones, la FSH et la LH.
la FSH, cette hormone, va aller jusqu'aux ovaires pour faire pousser les follicules, ces petites poches qui contiennent les futurs ovules. Et la LH, la luteinizing hormone, qui va, sous la forme d'un pic préovulatoire, permettre à l'ovulation de se produire, et elle se produit en général 36 heures avant. Après l'ovulation, le follicule dominant, celui qui a libéré l'ovule principal, va régresser, donnant ce que l'on voit quand on coupe un ovaire. Il y a une trace jaune, un corps jaune, qui se met à sécréter l'autre hormone ovarienne. Quelle est-elle? Je viens de vous le dire, c'est la progestérone, qui est l'hormone qui n'apparaît qu'en deuxième partie du cycle, après l'ovulation. Comment on s'en rend compte qu'il y a une sécrétion d'hormones? Eh bien, il y a une légère augmentation de température corporelle. La température augmente d'1,5 à 1 degré. Et si l'on fait établir une courbe de température à une femme qui vient nous consulter pour un problème de stérilité, eh bien on a à peu de frais, sans dosage hormonaux, tout au long du cycle, etc., avec des prélèvements sanguins, etc., on a à peu de frais une idée des sécrétions hormonales par ce décalage thermique qu'il y a au moment de l'ovulation. Après une petite décroissance, la température augmente au maximum d'1 degré. Et c'est comme ça qu'on peut rassurer les femmes. Et on leur demande de faire cette prise de température qui est un peu fatigante pendant 3 cycles pour se rendre compte pendant toute cette durée si l'ovulation est toujours régulière ou si elle n'est pas irrégulière plus tôt ou plus tard par rapport au 12e à 14e jour du cycle. Deux situations ensuite, selon la fécondation. En l'absence de fécondation par l'ovule, les taux d'hormones sexuelles chutent. Cela provoque un détachement de la muqueuse utérine, dont on vient de parler, l'endomètre, qui participe avec le sang à la constitution des règles. Bien sûr, l'utérus est plus riche en vaisseaux à ce moment-là. Il y a du sang, il y a des débris endométriaux, parfois, dans les règles. Ça saigne pendant 5 à 7 jours, en diminuant progressivement. Le sang au début est un peu de couleur rougeâtre, puis devenir marron foncé à la fin. Le cerveau, en général en chef, bien sûr, est bien sûr informé et recommence à stimuler les ovaires pour un nouveau cycle, une fois les règles en phase terminale. Et c'est reparti pour un tour. Chaque cycle s'accompagne de ces sécrétions cycliques, si l'on peut dire. C'est ce que l'on appelle en médecine le biofeedback, la boucle. Par contre, s'il y a fécondation de l'ovule, ce biofeedback cesse. Rappelons que l'ovule est une grosse cellule fragile qui ne survit que 24 heures seulement et qu'elle est composée de 23 chromosomes. Alors que le spermatozoïde, lui aussi, survit dans les voies génitales pendant 3 à 5 jours. Et donc, le moment de rencontre entre l'heureuse élu du spermatozoïde et l'ovule, vous voyez, ça peut expliquer que parfois les femmes s'impatientent de ne pas avoir une grossesse, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de handicaps pour que ces deux cellules sexuelles se rencontrent. Et quand elles se rencontrent, je vous rappelle qu'elles constituent l'œuf fécondé, et il y a une addition des 23 chromosomes maternels de l'ovule et des 23 chromosomes du spermatozoïde du partenaire, donnant les 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes qu'il existe dans chaque cellule humaine. S'il y a au niveau des chromosomes sexuels XX, ce sera une fille. Si c'est un chromosome XY, X et un chromosome Y, ce sera un garçon. Que se passe-t-il en pathologie?
Rappelons d'abord qu'un cycle menstruel normal est de 28 jours plus ou moins 5 jours. Et c'est le premier jour des règles qui donne la durée d'un cycle. Ce n'est pas le dernier jour. Il faut parfois rappeler cela à certaines patientes quand on les interroge. Il ne faut pas s'inquiéter d'une pathologie sous-jacente en cas de cycle très long. Parfois les femmes sont faites comme ça. Elles ont des cycles de 35 jours, 38 parfois. Il faut bien sûr s'en inquiéter quand ils sont plus longs, voire irréguliers, et de plus en plus longs, signifiant que dessous, il y a un problème dans la séquence de sécrétion hormonale et une ovulation difficile. L'équilibre de cette boucle hormonale est parfois bien perturbé et c'est ce que nous verrons dans les problèmes quand nous aborderons le chapitre des stérilités du côté féminin. En pathologie, qu'existe-t-il en matière de puberté? Il y a les pubertés précoces qui surviennent à moins de 7-8 ans et les retards pubertaires si les premières règles surviennent vers 16, 17, 18 ans, voire plus. L'importance de la masse graisseuse de chaque femme peut expliquer des retards pubertaires. Et parfois, il suffit de simplement faire maigrir ces jeunes femmes pour voir les cycles menstruels se diminuer, se régulariser. C'est important. On a parfois aussi des aménorrhées primaires. Les aménorrhées primaires, c'est l'absence d'apparition des règles, que l'on voit à l'inverse, là, chez les femmes très maigres, voire en dessous de leur poids, comme chez les sportives de haut niveau, comme les gymnastes par exemple. Mais tout cela n'est qu'une question de temps. Il faut bien sûr se décider à la longue, car les causes sont parfois réversibles, comme je vous le disais. Mais il faut aussi se méfier de certaines pathologies, pas très fréquentes bien sûr, qui sont les anomalies anatomiques de l'utérus, associées, comme je vous le disais, à des anomalies vaginales, ou alors des anomalies génétiques avec des formules chromosomiques avec X0 ou XXY. La puberté est donc une étape cruciale pour les adolescentes, car beaucoup de phénomènes touchent l'ensemble de son organisme, et l'ensemble de ces modifications entraînent un bouleversement de leur corps, et voire même des bouleversements psychologiques. Changement de l'image de soi, féminisation absente ou accélérée, augmentation de la taille, problèmes dentaires que nous avons tous connus, nous les papas. C'est Simone de Beauvoir qui a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Même au cours d'un cycle menstruel normal, il se peut que le psychisme se modifie et juste avant les règles, vous avez peut-être toutes, plus ou moins mesdames, constaté qu'il y a un certain nervosisme avant l'arrivée des règles, voire une irritabilité et que le reste de la famille reconnaît bien sûr facilement. Revenons à la physiologie et revoyons ce qui se passe au niveau du vagin. C'est reparler de ce qui apparaît au milieu du cycle. Au niveau du col, de l'orifice externe du col, apparaît ce que l'on appelle une glaire cervicale. Ça se présente sous la forme d'un blanc d'œuf qui a une certaine filance quand on la prélève au bout d'une pince spéciale et qu'on écarte les extrémités de cette pince. Eh bien, la glaire cervicale se tend entre ces deux extrémités, montrant qu'il y a une bonne imprégnation hormonale. Parfois, la stérilité peut venir d'une modification de cette glaire, car il y a eu des anticorps qui ont été sécrétés, qui modifient les capacités de cette glaire, dont le rôle principal est de favoriser ce qu'on appelle la capacitation des spermatozoïdes.
les spermatozoïdes se rendent capables de féconder l'ovule à ce moment-là. Après l'ovulation, la glaire cervicale s'opacifie et devient imperméable aux autres spermatozoïdes. Il ne peut pas y avoir d'autre ovulation dans les cas normaux, bien sûr. L'étude de cette glaire, comme je vous le disais, est importante dans les problèmes de stérilité. Ça fait partie aussi de toute la batterie de tests que l'on déclenche quand un couple vient nous voir pour un problème de stérilité, une grossesse qui se fait attendre. Eh bien, on examine cette patiente au moment de sa supposée ovulation et on l'examine aussi après un rapport sexuel récent. On appelle cela le test postcoïtal ou test de Wiener. On prélève la glaire cervicale, on l'examine au microscope et l'on voit s'il y a des spermatozoïdes, quel est leur nombre, s'ils sont inertes ou s'ils sont mobiles. Et cela nous permet de voir s'il peut y avoir un problème au niveau de cette glaire cervicale. Le vagin a aussi des sécrétions plus ou moins épaisses, plus ou moins compactes, dites pertes blanches ou leucorrhées. Une armée de bactéries protège votre intimité contre les infections. C'est ce qu'on appelle la flore vaginale. Le chef de cette armée, c'est le bacille de Derlène, que l'on appelle plus communément le lactobacille, qui est responsable de l'acidité vaginale. Le pH vaginal est acide. Vous savez qu'un pH neutre, c'est 7. En dessous, c'est l'acidité. Eh bien, le pH vaginal oscille entre 3,5 et 6,5. Il est essentiel à ce maintien de l'acidité vaginale. Les lactobacilles sont aussi appelés probiotiques et vous verrez parfois votre gynécologue ou votre médecin généraliste vous donner des probiotiques pour redonner un semblant d'équilibre à cette activité vaginale via les lactobacilles que vous allez ingérer. Bien sûr, le vagin peut être le siège d'infections, par des infections locales ou par rapport sexuel contaminant, et l'on peut trouver par des prélèvements vaginaux et examens bactériologiques, on peut retrouver des colibacilles, des entérocoques, des staphylocoques, des streptocoques. Bon, je vais passer sur tous les coques que l'on peut trouver. La flore vaginale, mesdames, est très fragile. On a vu à certaines périodes les femmes utiliser des déodorants intimes, certaines lingettes, certains savons inadaptés au pH vaginal et même certaines protections intimes parfumées ou trop absorbantes qui assèchent la muqueuse vaginale et qui peuvent détruire ce système de défense ou le déséquilibrer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la physiologie de vos organes génitaux externes et internes, ce qui clôture l'anatomie et vous allez passer un ouf de soulagement. Je vous comprends. Merci à vous, à bientôt.